Avec moi, chaque concert est un espace de liberté, c'est-à-dire que tu peux être absolument qui tu veux ce soir, ce que tu veux même, tu peux être une bicyclette. Il n'y aura pas de jugement, il n'y aura que de l'amour ici. C'est un espace pour se reposer, se réinventer, expérimenter. Bonjour, je suis Amandine, consultante en communication digitale. Je t'aide à te faire connaître via le web et les réseaux sociaux. Je suis persuadée que tu peux être qui tu veux. Pour t'aider à suivre cette petite voix qui a parfois du mal à se faire entendre dans le tumulte du quotidien, j'ai décidé de t'emmener à la rencontre de créatifs et de passionnés qui, comme toi, ont décidé de vivre de leur passion. Dans ce premier épisode, je suis partie à la rencontre de Thérèse Sayarat du groupe La Vague. On est revenu sur son parcours. Elle avait un super job en marketing pour une très belle marque et suite à un burn-out, elle s'est demandé ce qu'elle voulait vraiment faire. C'est comme ça qu'elle s'est lancée à fond dans la musique. En fait, sa passion était là depuis toujours, mais elle l'a réprimée en grandissant. Tu verras, Thérèse a beaucoup de cordes à son arc et malgré toutes ses activités, une cohérence se ressent véritablement sur son Instagram. J'espère que cela t'inspirera. On a aussi parlé de sa mission de vie, de l'importance de bien se connaître, de la peur de manquer et comment elle a réussi à apprivoiser les réseaux sociaux. Tu verras, c'était pas gagné. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui je suis avec Thérèse Sayarat, qui est chanteuse du groupe La Vague, mais pas que, parce qu'elle est aussi auteure, compositeur et bien d'autres choses dans le groupe. Elle est aussi styliste et elle est assez engagée sur certains sujets, notamment sur la communauté asiatique. Bienvenue. Du coup, je voulais savoir si cette description te convient ou s'il y aurait d'autres choses à rajouter. Non, ça me convient tout à fait. Je vois que tu es au courant de presque tout ce que je fais. Je fais effectivement de la musique dans le groupe La Vague, mais pas que. En ce moment, je suis un peu en train d'explorer à droite à gauche, du coup avec d'autres personnes et puis toute seule aussi. Du stylisme, voilà, ça, tu l'as dit, c'est assez simple. Hein. Je travaille beaucoup avec d'autres artistes, notamment des musiciens. Pour les aider à trouver leur identité visuelle sur des clips, des shootings, pour la scène. Et pour m'amuser, de temps en temps, je fais des éditos avec des photographes ou des maquilleurs, maquilleuses que j'aime bien, tout ça, ou des marques. Et enfin, je suis militante et je prends la parole notamment sur les questions de lutte contre le racisme anti-asiatique, de façon plus large encore, l'universalité, c'est un sujet qui me tient très à cœur, et le féminisme aussi, et en trame de fond, il y a toujours en fait l'idée de la liberté. Voilà, c'est ça qui me tient à cœur, c'est la liberté des uns et des autres, et du coup, les deux sujets qui me touchent le plus, effectivement, dans mon quotidien, c'est le féminisme et puis la lutte antiraciste, mais globalement, tout ce qui peut aider pour œuvrer à sentir et à être plus libre, plus soi, c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Et est-ce que tu peux définir qu'est-ce que tu entends par universalité ? Pour moi, l'universalité, c'est le fait de pouvoir représenter dans la société et dans les médias notamment tous les gens qui existent vraiment dans la société. Ça va passer notamment par le biais de la couleur des gens. Moi, je me rends compte, tout le monde se rend compte aujourd'hui que ce qu'on voit dans le cinéma, dans les médias, dans les pubs, etc., c'est souvent un certain type de population et relativement standardisé. Et du coup, ce pourquoi je me bats aujourd'hui, c'est pour que tous les types de populations puissent être représentés. Je sais pas moi, des roux, des grands, des maigres, des gros, des noirs, des arabes, des chinois, chinoises, asiatiques, peu importe, ou des blancs, des gens qui sont aisés, des gens qui le sont moins. L'idée c'est que les médias et la pop culture reflètent ce qui existe dans la vraie vie, plutôt que d'enfermer les gens dans des catégories très restreintes et très limitantes. Life is a battle. Life is a battle. Life is a jungle. Tell me how to handle it. Why do we have to struggle? Life is a battle. Life is a jungle. Every time I stumble it, I can feel myself crumble. Life is a battle. Life is a jungle. Tell me how to handle it. Why do we have to struggle? Life is a battle. Life is a jungle. Every time I
pour revenir un petit peu brièvement pour ceux qui te connaissent pas sur peut-être sur ton parcours et le déclic qui a fait que aujourd'hui tu fais tout ce que tu fais, que tu as décidé de vraiment te consacrer à faire de la musique et à être toi, comme tu le disais si justement. Et ben, alors mon parcours, il est souvent, enfin, les gens trouvent ça surprenant par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Moi, j'ai eu un parcours relativement classique, je dirais, assez normé. J'ai fait un collège, lycée, j'ai fait un bac S, option maths. Puis après, je suis allée en prépa pendant 2 ans, en prépa HEC. Et j'ai atterri en école de commerce à Lyon, dans une école qui s'appelle l'EM. Et suite à ça, j'ai passé 5 ans en marketing chez Kenzo Parfum. Des années plutôt chouettes au départ. Et puis j'ai fini par péter les plombs parce que je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses qui m'allaient pas dans la grande entreprise. Et je suis partie. J'ai fait un burn-out et je suis partie pour me chercher moi, en fait. Je pense que à partir du moment où j'ai quitté cette entreprise-là, j'ai commencé à me poser des questions sur ce que j'avais envie d'être, qui j'avais envie d'être et pourquoi j'avais envie de faire les choses. Et voilà, de là s'en est suivi la création de La Vague, puis plein d'autres pérégrinations à droite et à gauche. J'ai travaillé en agence, j'ai bossé pour une boîte où j'étais responsable mode pour un webzine. Et puis finalement, j'ai fini par le hasard des choses, par la vie, à monter ma boîte de conseil en stylisme et aussi à devenir militante, mais aussi totalement par hasard. Et puis voilà, et puis en fait, je sais pas ce que je ferai demain. Voilà, j'en sais rien. On verra, je me laisse porter. Et j'ai l'impression que finalement le lien fort entre tout ça, enfin t'as quand même une vision assez forte et t'as des messages assez forts à exprimer, que ce soit dans tes chansons, dans les photos que tu fais, etc. Quel est finalement le point commun, qu'est-ce qui te motive au quotidien et qu'est-ce que qui te pousse à te dépasser sans cesse finalement et à continuer? Eh ben, je te parlais de liberté tout à l'heure et je pense que c'est mon moteur principal. Je veux pas du tout pousser les gens à être comme moi parce que je pense que chaque personne est unique. En revanche, ce que j'ai envie de faire, c'est de pousser les gens à être eux-mêmes et à trouver leur voie, chacun à leur façon. Voilà, j'ai aucun jugement par rapport à ce qu'ont envie de faire les gens et pas de dogme non plus. Je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour travailler justement dans des grandes entreprises et il faut bien que ce monde tourne, tu vois. Et il y a des gens qui sont faits pour faire de la compta, d'autres pour être boulanger, d'autres pour faire de la musique, d'autres pour j'en sais rien moi, faire du yoga. En fait, la société est faite d'un tout, mais je pense que les choses pourraient aller mieux si chacun se sentait à sa place en fait, pour justement ne pas générer trop de frustration, de colère, de toutes ces choses qui en fait font que le monde part en sbeul parce qu'en fait les gens sont pas à leur place quoi. Et c'est assez marrant parce que j'ai le sentiment d'avoir eu une espèce de d'illumination il y a quelques années et petit à petit j'essaie de poser des mots dessus et je crois qu'en apprenant à voyager à l'intérieur de soi et à mieux se connaître, on comprend peut-être pourquoi on est là, je veux dire sur Terre. Et moi personnellement, je me suis rendu compte que j'avais justement ce message de liberté à faire passer et que j'étais un canal, tout simplement. Enfin, j'ai aucune autre prétention que d'être ça, un canal de quelque chose qui me dépasse. Et ma force, quelque part, c'est de réussir à
à poser des questions et à faire réfléchir les gens en allant les cueillir par l'émotion. Donc, je ne sais pas si le processus est clair, mais en gros, moi, mon objectif, c'est que les gens réfléchissent sur comment être libres eux-mêmes. Mais il y a plein de façons de le faire. Il y a des gens qui vont faire la révolution, il y a des gens qui vont prendre les armes, il y a des gens qui vont faire des émissions politiques, il y a des gens qui vont écrire des bouquins, etc., etc. Et s'adresser, tu vois, au cerveau gauche des gens. Et moi, en fait, ma façon de faire, je crois, c'est d'aller les cueillir par leur cerveau droit et par la créativité, le rêve, ce genre de choses. Et du coup, effectivement, ça va s'exprimer par la musique parce que mes parents m'ont donné un organe vocal qui me permet de chanter, donc du coup, et j'adore ça par ailleurs. Donc ça va être un terrain d'expression, mais en fait, je vais en utiliser plein d'autres. La mode, c'en est un autre, mais en fait, finalement, je véhicule le même message. Quand je fais des photos, voilà, je me considère pas professionnellement photographe, mais il me semble que j'ai un message à faire passer. Donc, parfois, ça va être par les photos. Ça va pouvoir être par la danse. J'en sais rien. Si ça se trouve, un jour, je ferai du cinéma et j'essaierai de dire ça aussi. En fait, voilà. Enfin, le message est le même. C'est juste les canaux, les vecteurs qui changent, quoi. C'est hyper beau ce que tu dis. Enfin, je pense qu'on se rejoint beaucoup sur cette philosophie du fait, parce que moi, tu peux être qui tu veux, ça part un petit peu du même postulat que toi, que la vie est trop courte en fait pour pas faire ce qu'on aime réellement. Bah, chacun en fait moi je crois vachement, mais on va y venir. Aujourd'hui, on a Internet qui est quand même un vecteur assez magique pour justement communiquer et faire passer des messages. Et c'est en ça que moi aussi j'ai envie vraiment d'encourager. Donc je retrouve vraiment ce que tu dis. Et par rapport au fait que t'es un canal, ça me fait penser, je sais pas si t'as lu le livre de Elisabeth Guibert, Big Magic en anglais. Et alors je me souviens plus le titre français, mais en gros, enfin elle parle vraiment du processus de créativité et comment en fait ça te dépasse et que tu sens que les moments où t'es inspiré, comme tu dis, c'est un petit peu comme si t'étais un canal et t'es juste à l'écoute de ça et tu retranscris et tu transmets aux gens. Ça me fait beaucoup penser à ce livre-là. Ça fait sens. Écoute, je le lirai. Un truc, je pense qu'on sait pas assez, c'est que quand même t'as fait 8 ou 9 ans de conservatoire de piano et après t'as arrêté. Enfin, je trouve ça hyper intéressant. Enfin, c'est comme la mode, t'es pas pouf atterré comme ça. Je me demande si finalement la musique, ça a toujours été là quelque part dans un coin de ta tête. Enfin, pareil pour la mode. Enfin, comment c'était venu cet amour pour ces vecteurs là, on va dire. C'est marrant que tu dises ça parce que dans mes premières interviews, enfin, je veux dire, jusqu'à il y a 1 an ou 2, je dirais que oui, les gens se disaient, mais comment, en ayant fait une prépa et une école de commerce et du marketing, comment vous êtes retrouvés dans la musique ou dans la mode et tout. Et ça paraissait un peu incongru, mais finalement, j'ai poursuivi cette introspection à force, en fait, finalement, de me faire interviewer. C'est drôle, hein, comme quoi vous nous aidez quand même beaucoup à nous connaître mieux. Et je me suis rendu compte finalement que ça remontait à super loin en fait. Finalement, quand j'y repense, quand j'étais gamine, je voulais devenir chanteuse ou bosser dans la mode. Enfin, à l'époque, je disais pas que je voulais bosser dans la mode, mais en gros, quand j'étais petite, je passais mon temps à chanter et tellement que mes parents me disaient d'arrêter parce qu'ils me trouvaient bruyante. Et ils avaient eu le bonheur ou le malheur de m'offrir, mais vraiment très jeune, tu sais, ces espèces de baladeurs. Oui, j'ai utilisé le mot baladeur. Avec un micro, je crois que c'était un truc... je me souviens même plus de la marque, mais il y avait une espèce de micro rouge et c'était un truc de radio-cassette et tu pouvais t'enregistrer en fait. Et je pense que j'ai commencé à m'enregistrer autour de 2 ans et demi. Et j'ai encore des VHS, des vieux enregistrements de caméscope, je veux dire, de mes parents qui me voient chanter, en fait, m'auto-enregistrer à 2 ans et demi. Et je me souviens aussi que quand j'étais gamine, un de mes jeux préférés, c'était d'aller dans l'armoire de mes parents et d'essayer toutes leurs fringues.
de ma mère et de mon père. Donc en fait, je passais mon temps à me déguiser et à essayer plein de robes, des boucles d'oreilles, des cravates. Je les mettais n'importe comment. Et, euh, et après, j'ai eu un jeu qui s'appelait Dessinons la mode ou Dessiner la mode, je me souviens plus. C'était une espèce de plateau où t'avais un plateau donc circulaire qui était découpé en 3 parties, la tête, le corps, le buste et puis les jambes et les pieds. Et en fait, tu pouvais faire correspondre différentes têtes à différents bustes et à différents bas du corps et en fait dessiner des silhouettes et colorier en fait ces silhouettes. Et en fait, c'était un truc qui me passionnait de créer justement des looks et puis de changer les couleurs, faire des motifs, etc., etc. Et voilà, en fait, ça, je crois que ça remonte à hyper loin ces 2 trucs-là, quoi. Donc voilà, et puis après, dans ma vie, j'ai commencé plus jeune, quand j'étais un peu en âge d'utiliser des ciseaux. Mais ma mère me filait toujours les vieilles fringues qu'elle mettait plus ou qu'elle voulait plus ou des vieux trucs qui étaient craqués, etc. Et moi, je m'amusais en fait à créer des vêtements avec. Donc, j'ai commencé à faire de l'upcycling à 8 ans. Ouais, c'est génial. Mais ouais, c'est cool que tu parles de Dessinons la mode parce que moi aussi, ça m'a vachement marqué ce jeu-là. Ouais, j'adorais. Ouais. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a un moment donné, alors moi j'ai pas le même rapport à la mode que toi, mais à un moment donné, je pense que j'avais voulu être styliste juste pour ce fantasme-là. Ouais, c'était un peu magique ce jeu. Ouais. Ah ouais, c'est génial. Et du coup, j'ai l'impression que finalement, alors je sais pas si c'est lié à ton burn-out ou à autre chose, mais que t'as fait un énorme travail sur toi quand même. Même là, enfin c'est ce que tu disais, que même avec les interviews, ça te fait réfléchir et tout. Pour toi, c'est important de se recentrer, de se poser des questions. Ouais. En fait, effectivement, c'est ce burn-out là qui m'a réveillée parce que, c'est ce burn-out et puis, c'est le moment où il est arrivé. Enfin, je pense que rien n'arrive par hasard en fait. Et du coup, j'approchais de la trentaine et je crois que la vie a voulu me titiller un peu / beaucoup en me disant mais meuf en fait qu'est-ce que tu fais, enfin qu'est-ce que t'en es où, qu'est-ce qui se passe et en fait avec le burn-out j'ai commencé à un premier pas de déconstruction. J'ai déconstruit mon rapport au travail et en fait ma représentation du travail, mon idée du travail, mon rapport au travail. Enfin, j'avais commencé un petit peu avant déjà parce que je pense que je me suis toujours posé beaucoup de questions sur les choses, sur la vie, etc. Depuis petite. Enfin, c'est un peu dans ma personnalité, on va dire. Et puis j'ai commencé à aller voir un psy avant, une psy avant le burn-out, parce que justement j'avais identifié des choses chez moi qui tournaient pas rond, en tout cas pas à mon sens. Et après en avoir discuté avec mes proches, mes copines, etc., je me rendais compte que j'arrivais pas forcément à trouver de solution. Et du coup, je me suis dit, j'ai peut-être besoin d'échanger avec quelqu'un dont c'est le métier. Et donc j'ai commencé comme ça. Le burn-out a accéléré des choses. Et dans ces malheurs, parce que c'est quand même pas drôle de faire un burn-out, j'ai découvert énormément de trucs parce que pour aller mieux, dans l'urgence, je me suis ouverte à des pratiques autres que la thérapie, qui est une très bonne chose, mais je me suis ouverte à la sophro, parce que je faisais énormément d'insomnie et comme je suis pas mal contre les médicaments, je dis pas qu'il faut pas en prendre du tout, mais moi j'essaie d'éviter autant que faire se peut d'en prendre quand c'est pas utile. Et du coup, comme je voulais éviter les anxiolytiques, parce que j'avais peur d'être accro et tout, et j'ai testé la sophrologie. Je suis allée voir un ostéo qui m'a aidée sur plein de choses. Et puis la sophro m'a amenée sur d'autres choses. J'ai testé un truc qui s'appelle la méthode Greenberg, qui m'allait pas forcément, donc j'ai changé. Et puis après, la vie m'a fait rencontrer d'autres gens. J'ai fait un séminaire sur la peur qui m'a complètement
dévasté, et qui a scellé vraiment une deuxième étape très très importante de ma vie, qui a été la déconstruction de mon rapport amoureux et de ma vision du couple, et aussi qui a mis en branle totalement la relation que j'ai avec mon père, en faisant de lui non plus un ennemi contre lequel je me construisais, mais un ami avec lequel je continue à construire ma vie. Enfin, ouais, puis je vais continuer à tester plein d'autres choses. Enfin, en fait, je crois qu'il y a une notion qui m'est apparue ces dernières années, c'est que la vérité est vachement liée à notre propre vision des choses. C'est notre cerveau et qui façonne notre vérité. Je crois que j'ai arrêté de croire à l'absolu. Et c'est ça qui m'a rendue beaucoup plus tolérante avec moi-même et avec les autres. En fait, chacun a son prisme, son vécu, etc. Bon, après, il y a les maths, hein, d'un côté, ça, c'est indéniable. Je suis pas en train de dire que je crois pas aux maths, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, l'appréhension du monde et de ce que chacun pense juste ou injuste, bien ou mal, etc., en fait, c'est propre à chacun. Et à partir du moment où, justement, tu fais tomber cet absolu, je trouve que tout devient plus simple, en fait, de se rendre compte que tout n'est que construction. Et que même nos lois, en fait, de définir ce qui est bien ou mal, ce pourquoi tu dois aller en prison ou pas, c'est un accord tacite qu'on a mis dans des cahiers, et c'est des règles qu'on a créées, que l'homme a créées pour vivre en société, en fait. Mais ce qui est vraiment vrai, entre guillemets, dans tout ça, bah, personne ne le sait vraiment, quoi. C'est la morale, c'est la religion que l'histoire, enfin, c'est notre héritage des religions, etc., qui forge tout ça, mais finalement, tout est basé sur des croyances, et je pense pas que ces croyances soient bonnes ou pas bonnes, je suis même pas en train de les juger, mais je crois qu'il faut juste en avoir conscience, que tout est basé sur des croyances, et que du coup, ces croyances-là, comme ce ne sont que des croyances, elles peuvent être déconstruites pour être reconstruites après, et que l'homme bouge, et que chaque personne est toujours en mouvement. Enfin, en fait, on est des êtres fluides, et que ça change, et que c'est ça qui est beau, en fait. C'est de se rendre compte qu'à chaque étape de la vie, bah, on peut être quelqu'un de différent, et que c'est pas grave, et que du coup, on peut se réinventer son environnement, ses croyances, son activité, son métier, son conjoint, peu importe quoi, en fait. Je me suis perdue là, non? Non, un peu, mais enfin pas vraiment. En fait, ouais, je trouve ça très beau ce que tu dis, dans le fait que oui, que tout est mouvement et qu'on a le droit de se réinventer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on évolue, c'est pas, enfin, faut parfois avoir du courage, ouais, pour s'éloigner, bah, enfin comme bah les questions que tu t'es posées finalement après le burn-out. Moi, ça fait vachement écho aussi ce que tu dis, parce que moi, c'est pareil, j'étais voir un psy, j'ai aussi fait des choses alternatives, j'étais voir un acupuncteur et tout ça. C'est vrai que ça aide, ouais, à t'ouvrir et à te ancrer. Et je crois que tu te définis un petit peu comme un arc-en-ciel. Tu parles d'hypersensibilité, mais je suis quelqu'un d'hypersensible aussi, donc ça me parle beaucoup. Et est-ce que du coup, le fait justement de mieux te connaître, ça t'aide au quotidien? Parce que j'ai lu pas mal de choses que, justement, quand on est un petit peu entrepreneur, quand on travaille de manière indépendante, c'est hyper important de savoir comment on fonctionne pour justement mieux appréhender, parce que c'est vrai que c'est les gens qui sont peut-être pas indépendants, en fait, il y a une part à la fois magique de t'inventes ton quotidien, il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent auxquelles tu n'aurais pas pensé. Mais à la fois, bah oui, il y a aussi le revers de la médaille, de pas savoir demain peut-être le salaire qui va tomber ou tout ça. Donc ça aide aussi peut-être de mieux se connaître. Voilà, je sais pas ce que t'en penses. Je suis hyper d'accord avec ça, c'est-à-dire que en fait, bien se connaître, c'est
Moi, ça m'a beaucoup aidé. Parce que oui, on pourrait se dire, ouais, mais finalement, pourquoi tu fais tous ces trucs? À quoi ça te sert de savoir ceci, cela, de ressentir ceci ou cela, etc. On s'en fout. Ben non, en fait, on s'en fout pas parce que justement, le fait de bien se connaître peut te permettre d'être plus libre dans tout ce que tu fais. Parce qu'en fait, bien se connaître, ça permet de connaître ses points forts et aussi ses points que moi, en tout cas, je peux appeler comme points faibles, ses faiblesses ou ses blessures ou les points qui nous ralentissent. Et en fait, ça te permet de comprendre en fait ce sur quoi tu peux t'appuyer parce que ça fait partie de tes points forts et tu sais que c'est ancré, que c'est là, etc. Et ça te permet de savoir aussi ce sur quoi soit tu dois lâcher, soit tu dois travailler. Et en fait, c'est une question d'envie. Il y a un moment où, moi, par exemple, je sais que je suis quelqu'un d'extrêmement intuitif et je travaille toujours à l'intuition et je suis très rapide pour ce genre de choses. En revanche, dès qu'il faut faire un peu des efforts et geeker et tout ça, j'aime pas ça. Mais genre vraiment, j'aime pas ça et je le sais. Et du coup, soit tu le sais et tu te dis ça, de toute façon, je vais pas perdre mon temps dessus et je lâche l'affaire parce que c'est pas mon truc. Soit tu te dis, c'est pas mon truc, mais j'ai envie d'arriver à faire ceci ou cela, donc je vais me botter le cul et je sais que ça va me prendre plus de temps. Et du coup, tu prends les mesures nécessaires en fonction, quoi. Donc, pour citer un exemple, pour que ça devienne plus concret, par exemple, Ableton. Moi, je suis musicienne, voilà, mais j'ai toujours fonctionné à l'instinct. Certes, j'ai fait 8 ans de conservatoire, etc., mais aujourd'hui, je compose toutes mes mélodies sans théorie. C'est-à-dire que je sais pas si je suis en train de faire une septième, en accord septième, etc., etc. Je suis là, je chante mes trucs, j'écris mes textes, etc., mais je me pose pas trop de questions. En revanche, là où je me rends compte que ça commence à devenir compliqué, ces dernières années, je me suis dit, il y a un moment, c'est cool, mais je peux pas proposer mes prods moi-même. Genre, mes instrus, quoi. Et c'est chiant parce que pour communiquer même avec d'autres réals ou même avec John, qui est mon binôme dans la vague, je vais dire, ouais, mais non, mais en fait, je vois pas ça, tu vois. Pour moi, la chanson, elle est plutôt verte ou violette, mais elle est pas du tout comme ça. Ouais, il y a un moment... parler de vert ou de violet à certaines personnes, c'est complètement abstrait. Et du coup, je me rends compte que j'ai besoin quand même de m'avancer un petit peu en technique pour pouvoir être à la fois plus autonome et pouvoir mieux travailler avec les gens. Et du coup, ces derniers temps, je me suis mise à Ableton. J'ai pris mon courage à deux mains. Je travaille en ce moment personnellement mon rapport au temps, justement, et à l'efficacité. Moi, je sais que j'ai eu une éducation assez dure et du coup, mon père m'a toujours fait comprendre que être efficace, c'était absolument essentiel dans la vie et que si t'étais pas efficace, c'était un peu une merde, quoi. Et donc du coup, en ce moment, je suis en train de travailler sur le fait de pas être efficace et de me dire que je peux avoir tout mon temps et de m'enlever la pression du temps et de me dire voilà, je vais essayer de me mettre à un logiciel. Parce que je sais que j'investis pour le futur et je vois ce que ça donne. Et en fait, je me rends compte que, je suis pas pas geek que ça, parce que ça m'éclate, que deux, finalement, ça me rassure parce que je me rends compte que je pensais que j'étais pas légitime pour faire ce genre de choses parce que trop intuitive, etc. Et en fait, je me rends compte que j'arrive à faire plein de trucs. Et que je suis aussi musicienne et que j'arrête de m'auto-flageller en me disant ouais mais moi je suis que chanteuse. En fait c'est faux. Plus t'avances dans ton puzzle et plus il se remplit et ça c'est génial, connaître ses limites, connaître ses humeurs. Moi je sais que je suis hyper que tu disais que t'étais hypersensible. Moi je sais que je suis hypersensible aussi et je sais qu'il y a des jours je sais pas, j'ai l'impression d'avoir absorbé tout le malheur du monde et en fait j'arrive à rien faire à part chialer. Et avant j'essayais de me dire mais putain vas-y ressaisis-toi, tu peux pas être dans un état comme ça, faut que tu sois efficace, justement encore ce truc d'efficacité. Je me forçais à faire les choses mais en fait j'arrivais à rien donc ça me mettait encore plus mal et tout. Et en fait maintenant parfois je me lève le matin et je me sens pas bien et je me dis ça va être une journée où je me sens pas bien. Donc je m'assois dans mon canapé, je chiale et j'attends que ça passe. Et voilà, je sais pas, j'aurais 1000 autres exemples. Le fait, je sais par exemple que aussi, comme je suis très sensible aux choses,
j'évite les excès parce qu'en général, les excès me mettent mal. J'ai l'impression que je m'éclate au début et que je me sens hyper libre, mais en fait, je me suis rendu compte que être libre, c'est pas faire ce que tu veux quand tu veux sans réfléchir aux conséquences. C'est faire ce que tu veux quand tu veux et assumer les conséquences. C'est pas du tout la même chose. Et du coup, là, tu vois, ce confinement m'a fait me rendre compte que déjà que j'étais une fille hyper active, qui ait du boulot ou non. Et même quand j'ai pas envie de bosser, en fait, j'ai besoin d'avoir un certain cadre, de me mettre, pas forcément une routine, parce que je suis pas très routinière, mais d'avoir des choses à faire pour occuper ma tête, occuper mon esprit. Je bois pas, en fait, finalement, quand je suis en confinement, donc je me rends compte que j'ai pas spécialement besoin de boire. En revanche, j'ai besoin de super bien manger, parce que si je mange pas hyper bien, ça me déprime. J'ai besoin de me coucher à une heure raisonnable aussi, parce que si je me suis couchée à 5h du mat, le lendemain, je déprime. Donc voilà. Enfin, oui, bien se connaître, évidemment que ça aide pour tout, hein. Je pense que ça aide à se sentir bien avec soi-même, et puis ça aide vachement dans le rapport aux autres, dans le rapport au travail, au corps, à la tête, à tout, en fait. Enfin, qu'on soit entrepreneur ou pas, je pense que c'est essentiel de bien se connaître, mais encore plus quand on est entrepreneur, parce que tu ne peux te reposer que sur toi, en fait. Donc il y a un moment, il faut que tu sois solide et que tu t'écoutes, quoi. Je ne peux qu'approuver ce que tu dis aussi sur l'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire. Juste pour ceux comme moi qui ne sont pas à fond dans la technicité, on va dire, de la musique, tu parlais de quoi, du logiciel Ableton ? Oui. Ableton, c'est un logiciel de MAO, donc de musique assistée par ordinateur. Et en fait, c'est un logiciel qui te permet de faire tes propres prods, on dit, enfin tes instrus, quoi. En gros, c'est un logiciel où tu peux créer des batteries, t'as toute une banque de sons, et en fait, tu crées tes instrus dessus, tes batteries, tes basses, tes pianos, tes machins et tout, pour en faire une instru pour une chanson, quoi. Ok, cool. Et ce que tu as dit à propos déjà, on sent qu'il y a un petit syndrome de l'imposteur peut-être qui se cache derrière quand tu parles de finalement est-ce que je suis musicienne mais moi ça me parle aussi, moi quelque chose qui m'avait moi je suis plus photographe, je fais pas du tout de musique, hein. J'ai fait du piano quand j'étais petite, mais c'est vieux, donc autant dire que voilà, mais moi quelque chose qui m'avait vachement aidé aussi par rapport, c'est de voir que il y a plusieurs approches à la photo, il y a pas qu'une vérité dans la photo. Effectivement, je pense que tu dis dans la musique, c'est la même chose, en fait. C'est ça. C'est exactement ça, en fait. Être photographe, c'est pas forcément savoir utiliser le dernier appareil ultra sophistiqué et utiliser des lights de dingue et avoir une précision de malade sur ceci ou cela. En fait, ça dépend du message que tu as envie de faire passer. T'as des gens que moi, personnellement, je considère comme photographes et qui photographient des trucs avec leur téléphone parce qu'ils ont un truc à dire, parce que c'est intéressant ce qu'ils racontent du monde, quoi. Puis après, t'as différents types aussi de personnes. Il y a des gens qui passent des messages et il y a des gens qui font de la technique. C'est encore autre chose, mais ni l'un ni l'autre n'est moins bien. Faut juste avoir conscience du positionnement, de ce qu'on fait. Il y a des gens qui font les deux en même temps et c'est super. Moi, il y a des musiciens, je les écoute et je me dis, waouh, techniquement c'est génial, mais je trouve que personnellement ça ne me procure aucune émotion et ça me fait chier, quoi. Et t'as des gens avec 4 pauvres accords, ils font de la pop hyper normale, entre guillemets, de la musique qu'on considère comme commerciale et facile. Mais ils vont toucher des millions de gens. Il y a des millions de gens qui vont chialer sur leur musique, faire l'amour, danser dessus, faire du sport. Finalement, qu'est-ce qui est le mieux ? J'en sais rien. Tout le monde est légitime, je crois. Et après, on aime, on n'aime pas, quoi. On n'est pas obligé de tout cautionner et de tout aimer, mais les gens qui ont envie et besoin de s'exprimer, à mon sens, ont le droit de le faire. Ouais, surtout que je pense que, il y a de la place de toute façon pour chacun. Hein. Ce qui parle à quelqu'un ne parlera pas forcément à d'autres gens. C'est clair. Et voilà, quoi. De saison en saison, j'en ai rongé ma raison, rangé mes rêves à foison, manger les bonnes résolutions. De saison en saison, j'en ai rongé ma raison, ranger mes rêves à foison,
attention. La cadence baisse, attention. Un verre de terre à l'hameçon, un verre de terre à l'hameçon. Et toujours pas de putain de poisson à l'horizon. Moi, je voulais surtout parler de mon petit dada avec Instagram et autres. C'est que, du coup, moi, je t'avais rencontré ça fait peut-être 5 ans maintenant, je sais pas. Ça date. Et voilà, donc t'étais là, voilà, à faire ton groupe et tout. Et à l'époque, t'étais un petit peu newbie quand même sur Instagram. Et moi, je suis vachement... À l'époque, j'étais même pas sur Instagram quand on s'est rencontrés. C'est vrai? Ah, mais j'étais pas dessus. Enfin, je suis allée sur Instagram très tard. Très, très tard. Ça, c'est ouf. Et moi, je suis hyper admirative parce que je me souviens au départ, tu me posais un petit peu des questions et tout, et t'es quand même vachement, enfin, on voit dans tout ce que tu fais, de toute façon, tu y vas, t'es vachement débrouille, tu testes, t'as pas peur un peu d'essuyer les plâtres dans tous les sujets. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Et moi, je suis hyper, enfin, maintenant, t'es une de mes références, clairement, quand je parle aux gens. Non, c'est vrai. Parce que ça me touche trop. Non, mais surtout voilà, moi je me souviens très bien du début où t'étais partie de entre guillemets nulle part, et que je trouve que t'as une vraie position forte sur Instagram, que t'as tout compris, tu fais quand même alors on va en parler aussi de l'esthétique. Je pense que de toute façon, d'une manière générale, pour toi c'est hyper important, la photo, la mode, et que ça ressort vachement donc dans ta façon de t'exprimer. Mais t'as aussi compris le fait que, t'as entre guillemets 3 messages forts. T'as ta musique, t'as ton engagement, que ce soit pour la communauté asiatique ou autre. T'as le côté mode aussi qui ressort beaucoup. Et aujourd'hui, t'arrives à jouer sur tous ces aspects et même ton Instagram personnel rayonne peut-être même plus que celui de la vague, parce que t'as ta patte à toi qui était même presque le porte-parole du groupe, quoi. Donc voilà, donc je voulais savoir comment ça s'est fait cette évolution sur Instagram, et qu'est-ce que ça t'apporte finalement au quotidien. Est-ce que ça a été, comment t'as vu cette évolution là, est-ce que du coup t'as vu un rapport avec ton public, avec t'as pu rencontrer des gens comme ça, qu'est-ce que ça t'apporte du coup au quotidien, et comment cette aventure des réseaux sociaux a commencé, et qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui, quoi. Eh très 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 vaste question. Ouais, et en fait j'ai mis du temps à me mettre sur Instagram parce que en vrai au tout début je me sentais pas légitime, parce que pour moi Instagram c'était un truc pour des photographes, tu vois, genre fallait poster des belles photos, et je me disais aussi que ça servait à rien parce que on pouvait pas parler aux gens. Enfin moi je suis très attachée à la communication et aux mots aussi, à l'image également, mais et je trouvais que c'était un peu je comprenais pas trop le truc des hashtags et tout. J'avais l'impression encore une fois que c'était trop technique aussi. Un, que j'étais pas légitime, et deux, que c'était trop technique. Et puis j'ai commencé à regarder un peu, je me rendais bien compte quand même qu'il y avait de plus en plus de monde qui allait dessus et tout, et que on n'allait pas y couper, notamment déjà pour le boulot, enfin pour le groupe, pour la vague. Et du coup pour la vague, j'ai ouvert mon profil perso parce que je voulais d'abord tester, parce que j'aime bien tester les choses avant de lancer un truc. Et du coup, c'était vraiment juste pour tester. Donc, je commençais à poster des trucs. Au départ, mon compte était en privé. Bon, je voyais que mes potes réagissaient, mais qu'il se passait quand même franchement pas grand-chose. Puis, j'ai testé les hashtags. J'en mettais 5, puis après, j'en mettais 30. Et puis, je sais pas, je me disais, OK. Puis, je testais les filtres. Et puis après, j'ai commencé à me prendre au jeu parce que, comme j'adore l'image, je me suis rendu compte qu'on pouvait, même déjà à l'époque, faire plein de trucs. Enfin, les filtres, ça me passionnait, quoi. Pas forcément pour les selfies, parce qu'au début, finalement, j'en postais peu, alors qu'aujourd'hui, j'en poste beaucoup. Mais avant, je postais pas mal de paysages. Les stories n'existaient pas, donc je postais des trucs vraiment qui servaient à rien, quoi. Mais ça me faisait marrer. Et puis, mais j'avais pas tellement de propos. Enfin, je postais un peu tout et n'importe quoi, mon quotidien, quoi. Instagram, comme
comme ce que c'était vraiment au début, c'est-à-dire un truc instantané, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Faudrait changer le nom, d'ailleurs, de ce réseau social. Et en fait, petit à petit, quand j'ai commencé à savoir un peu plus m'en servir, au moins les basiques, j'ai ouvert celui de la vague. Et puis, là, je savais ce que j'avais à dire pour la vague. Le contenu était musical, donc je postais, je tenais au courant les gens de nos concerts, etc. Je mettais des photos. Et puis, il y a pas mal de photographes qui nous prenaient en photo en concert, ce qui était très cool. Ça nous faisait du contenu. Puis nous, on savait qu'on était un groupe quand même avec une identité visuelle assez forte. Donc, on en jouait aussi, etc., etc. Puis petit à petit, du coup, j'ai un peu délaissé mon compte perso parce que je me disais, finalement, maintenant que j'ai le truc du groupe, j'ai plus rien à dire sur mon perso. Sauf que, il s'est passé des choses à l'intérieur de moi qui ont commencé à coïncider avec justement tout ce dont tu parlais tout à l'heure. Je fais de la musique, certes, et comme je racontais un peu toute la musique qu'on faisait sur l'Insta de la vague, je me disais, j'ai plus rien à dire sur mon perso, donc il sert à rien. Mais dans le même temps, j'ai quitté mon taf, et après 2 ans de la vague, 2 ans acharnés de la vague, et 2 ans de chômage finalement, hein, merci le chômage, j'ai dû recommencer à bosser. Donc, comme j'ai commencé à bosser dans la mode et tout, je me suis dit, tiens, je vais peut-être poster des trucs, m'intéresser à des choses qui sont dans la mode. Donc avec mon Insta perso, je m'en servais surtout pour aller chercher des inspi, beaucoup. Et puis plus je cherchais des inspi, plus j'avais envie de les partager. Donc du coup, ça a été une espèce de cercle vertueux où je suis allée m'inspirer des autres pour les poster et inspirer peut-être d'autres personnes. Et voilà, et petit à petit, j'ai commencé à remplir mon Instagram de tout ça. Mais j'étais encore pas satisfaite parce que, je sais pas, je me disais, ok, super, je vois des inspi, je les poste, mais je sais pas, j'ai encore l'impression de rien raconter, quoi. Et il y a un moment où j'ai commencé à faire ce truc de stylisme et où il y a eu aussi le militantisme qui a commencé à arriver il y a à peu près 2 ans. Et là, je me suis posé une question qui a changé complètement ma vision des réseaux sociaux. C'est que je regardais un peu comment les gens faisaient et je me rendais compte qu'il y avait plein de règles, que les blogueuses, elles avaient un Insta qui était nickel, les photos, c'était toujours le même filtre, tout était hyper beau, hyper bien fait et tout et tout. Et je me disais, putain, mais ça va demander tellement de boulot si je dois avoir 3 Insta, un pour la musique, un pour la mode, un autre pour le militantisme, un autre potentiellement pour la cuisine, parce que on n'en a pas forcément parlé, c'est pas un de mes contenus principaux, mais j'adore la bouffe et j'adore cuisiner, donc de temps en temps il y a des petites stories incartades de bouffe dans mon Instagram qui se glissent, et aussi des trucs d'humour et des trucs de politique parce que c'est des choses qui m'intéressent aussi. Et après avoir franchement réfléchi pendant 1 semaine, je crois, je me suis dit, je m'en bats les ovaires, en fait je vais tout mettre dans un seul truc. Parce que ce que je veux montrer, je crois, c'est ça. Enfin, je me suis posé la question de mon message principal, et au-delà de la mode, de la photo, de je sais pas quoi, du maquillage, de la musique et tout, je me suis dit, qu'est-ce que va raconter mon Instagram? Et en fait, je me suis rendu compte que mon message, justement, de vie, quelque part, c'était sois libre. Et donc, en fait, je me suis dit que mon Instagram allait représenter ça. Un truc libre, qui soit beau, certes, parce que, beau en tout cas à mon goût, parce que j'ai un goût pour l'esthétique qui est assez prononcé, mais j'ai pas besoin forcément que ce soit cohérent. Enfin, quand tu ouvres mon Insta, tu te dis pas waouh, waouh, c'est hyper cohérent. Tu te dis ouais, ça part un peu dans tous les sens, mais cette espèce de tous les sens a peut-être une certaine cohérence finalement. Et je crois que c'est ça que j'ai envie de montrer. Et c'est pour ça que je dis souvent que je suis un arc-en-ciel, parce qu'en fait, un arc-en-ciel, tu peux le définir, tout le monde voit un peu ce que c'est, mais c'est plein de couleurs et plein de nuances. Et en fait, la séparation entre les couleurs, elle n'est pas du tout claire. Et c'est la rencontre entre justement le beau temps et la pluie. Enfin, je veux dire, scientifiquement, météorologiquement parlant, c'est ça. Et moi, je crois que je suis vachement ça aussi. Enfin,
Mon Insta, parfois, il transpire la colère. Des fois, je pousse des coups de gueule. Parfois, je suis juste hyper triste et hyper mélancolique. Parfois, je suis méga joyeuse et j'ai envie de le partager. Et, et je crois que mon Insta, en fait, il me reflète beaucoup. Alors, attention, je suis pas en train de dire que c'est ma vraie vie à l'instant T, au jour le jour. Hein. Je garde ce truc vraiment comme un outil et je tiens toujours à le préciser. Et autant que faire se peut, je le dis dans mes stories, mon Instagram n'est pas ma vraie vie. C'est-à-dire que c'est une partie de ma vraie vie et c'est vraiment ce que je pense. Je me travestis pas sur mes idées. En revanche, non, je montre pas mon intimité. Personne ne sait si j'ai un copain ou une copine. Je montre le moins possible ma famille et mes proches. Je ne montre surtout pas d'enfants parce que je n'ai pas envie de le faire, d'enfants de mes proches, voilà, de mon entourage. Mais en tout cas, oui, je montre tout le reste et je montre que, en fait, qu'on peut être tout ça. Enfin, c'est ce que je défends en fait, et du coup, c'est ce que j'ai envie de montrer. Je sais pas si j'arrive bien à le faire, mais en tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire. Non, bah moi je trouve que tu y arrives très bien et comme tu dis, enfin, alors après je sais pas si effectivement il y a une cohérence au niveau des couleurs de tes photos et tout, mais il y a quand même, je trouve, une cohérence par rapport à ton propos, par rapport à toi, ta personnalité. Et justement, c'est ça qui est génial, c'est que ta personnalité ressort bien. Et c'est vrai que moi je le dis souvent avec les gens avec qui je travaille, c'est bah justement t'as le choix de ce que tu mets en avant et que comme tu dis, tu peux très bien garder une part d'intimité pour toi. Et donc tu dis que tu postes c'est vrai qu'au départ peut-être tu postais pas des selfies, c'est vrai qu'aujourd'hui t'en postes beaucoup. Qu'est-ce que tu répondrais, parce que c'est vrai qu'il y a souvent des gens voilà qui ont peur un peu de ce côté je sais pas non plus, tu vois, si tu narcissique. Ouais, narcissique. Je sais pas si tu regardes aussi par rapport à tes stats, parce que souvent moi ce que j'explique c'est que les gens ils adorent voir les autres en fait. C'est même pas une question de narcissisme, c'est une question de enfin qu'est-ce que tu penses par rapport à ça Bah ouais. Écoute, moi je pense que j'assume tout à fait ma part de narcissisme. J'ai pas honte de le dire. Enfin, j'essaie d'avoir un rapport sain avec ça. Et je pense qu'aujourd'hui, je l'ai. C'est-à-dire que avant, je voulais pas trop poster, mais bon, je postais et j'aimais bien avoir des likes dessus. Et du coup, enfin, je sais pas comment dire, j'étais un peu en conflit avec moi-même en me disant, ouais, mais je comprends pas, du coup, j'ai peur de le faire, en même temps, je le fais, et en même temps, je me rends compte que ça me fait du bien. Et après, je check combien j'ai de likes et tout. Et en fait, finalement, plus on se détache de ce truc, et mieux on se porte, plus on se dit, bah, ok, j'assume, en fait. Je crois que j'ai un côté narcissique. Je ne suis pas que ça, évidemment. Mais je crois que j'ai un côté narcissique. Et du coup, bah, je le sais et je nourris un peu cet ego. Faut pas trop le nourrir, hein, l'ego. Hein. Ça, c'est une autre question. On en parlera peut-être plus tard. Mais voilà. Et après, effectivement, il y a un truc qui est totalement pragmatique, mais qui est pragmatique à mort. C'est-à-dire que si tu postes, je m'en suis bien rendu compte, si tu postes une photo de toi en gros plan où tu es en train de sourire, là, t'es au max. T'es au max du like. Et en plus, si le fond, il est coloré, alors là, laisse tomber, ça va liker dans tous les sens. Voilà. Et après, si tu postes une photo de toi, la même, mais où tu souris pas, t'auras un peu moins de likes. Sauf si t'as un regard de chagasse où tu souris pas, mais ça marche aussi. Si tu postes une photo d'un peu plus loin, ou si tu fermes les yeux, etc., un portrait, bah, il sera un peu moins liké. Et puis si tu postes un paysage, il le sera un peu moins que ton visage. Et puis si tu postes une chaise qui sert à rien et qui est mal cadrée, bah, tu auras encore moins de likes. Bon, bah, tu le sais. Ça, c'est une donnée que tu sais. Après, encore une fois, tu choisis. Moi, c'est pas parce que aujourd'hui, je le sais. Et donc, les jours où, pour des raisons différentes, soit parce que j'ai besoin de rebooster mon ego, soit parce que j'ai envie que la photo soit vue par un maximum de monde, parce que le message que je passe en dessous est important. Et donc, pour que ça touche un maximum de monde, je maximise les chances que ça touche du monde, et ben je le fais. Enfin, tu vois, ça va dépendre des jours. Et parfois, moi-même, je sais pas trop. Parfois, c'est un peu des deux, etc. Et je fais ça. Et il y a des jours où je m'en fous et je trouve que cette chaise mal cadrée, bah, je la trouve géniale et ça me fait trop marrer et je le poste et puis c'est tout, quoi. Mais voilà, après, faut trouver un équilibre entre ce que tu postes sur ton wall et ce que tu mets en story. Et puis, faut se dire aussi que rien n'est figé. Enfin, tu peux poster une photo et l'enlever après, c'est pas grave. Ouais, il y a peut-être des gens qui vont dire, ah, elle a enlevé sa photo. Et alors, on s'en branle. Enfin, genre, c'est ton réseau social, t'en fais ce que tu veux, en fait. Enfin, je crois que le truc qui m'a débloqué, c'est de me dire qu'il y avait pas de règles.
En fait, j'ai trop cru qu'il y avait des règles sur Instagram et qu'il fallait faire ceci, cela, etc. Bah non, en fait, il y en a pas. Et les règles, c'est toi qui les définis, quoi. Les seules règles qu'il y a, c'est un nombre de caractères et une longueur de story et la taille des photos. Mais c'est tout. J'adore pouvoir justement faire mes stories de cuisine en jogging, pas maquillée, pas lavée, avec les dents pas brossées, et pouvoir aussi être hyper pimpée, supra maquillée, très sapée, machin et tout, sur d'autres trucs. Et parce que je suis tout ça dans la vie et j'ai envie de montrer aux femmes et aussi aux mecs qu'ils peuvent s'autoriser à être ça. Et en fait, on le sait que c'est une supercherie. Enfin, on le sait, quoi. Et c'est important, je trouve, de le rappeler, justement, parce que parfois, on l'oublie. Et parfois, justement, je te parlais des réseaux sociaux et je te disais que il y a des jours où je me sentais pas bien et j'essayais de m'en éloigner parce que même si moi je le sais et je le défends que tout ça est une supercherie, il y a des jours où on est plus fragile que d'autres et où notre cerveau a tendance à oublier ça et du coup tu t'es en train de regarder les stories des gens et t'es là en train de te dire putain mais en fait je suis vraiment une merde, je sers à rien, les gens ils ont une vie qui est vachement mieux que la mienne et je suis nulle et en plus je suis moche et elle est comme ci, elle est comme ça et lui il est talentueux et moi je suis une merde et bon ces jours-là quand on se connaît on se dit bon en fait c'est juste que t'es dans un mauvais jour, éteins tout ça et puis prends un bouquin ou je sais pas allume Netflix si t'aimes regarder des séries ou mange du chocolat si t'as envie de manger du chocolat mais éloigne-toi de ce truc qui te fait du mal quoi et les jours où t'es bien et tu peux être sur les réseaux sociaux, y prendre du plaisir et au-delà de prendre du plaisir à analyser les choses. Parce que c'est un miroir génial de la société. Enfin, moi, je comprends aussi une partie du monde à travers les réseaux sociaux et j'adore. Enfin, parce que ça me nourrit intellectuellement. Enfin, parce que les gens pensent que les réseaux sociaux, c'est que de la bêtise, mais c'est pas que ça. C'est comprendre dans quel sens va le vent. Où vont les gens, ce que pensent les gens, ce qu'ils trouvent important. En fait, si tu prends du temps pour analyser les réseaux sociaux plutôt que juste les subir et ingurgiter bêtement ce qui se passe, c'est un puits sans fond de connaissances et d'analyse humaine, psychologique, sociale, sociétale. Enfin, c'est génial, quoi. C'est génial. Et tout ça du fin fond de ton canapé, quoi. C'est quand même fou. Bah ouais, non, je suis d'accord avec toi sur le fait que, je suis hyper contente de ce que t'as dit par rapport au fait que les réseaux sociaux, finalement, c'est nous-mêmes qui fixons les règles et qu'une fois que t'as compris ça, ça t'a libéré et de dire aussi, finalement, tu joues avec l'outil pour tu comprends les codes et que si à un moment donné t'as envie que ton message il soit qu'il atteigne le plus de personnes possible, tu fais en sorte que de jouer avec les codes et pour que ça marche. Donc ça me fait vachement plaisir que t'aies compris ça et que tu l'affirmes aujourd'hui. Et du coup, est-ce que tu penses pas qu'aussi ça dépend finalement tu t'adresses quand même à tes gens, tu vois bien qu'il y a des gens qui répondent. Quel rapport t'as avec ça et est-ce que ça t'a ouvert aussi des opportunités cette présence-là? Ah ouais, franchement, je vais pas vous mentir, je trouve ça génial. Pour l'instant, moi j'ai pas un énorme compte, hein. Je suis pas comme des gens qui ont, je sais pas, 10 000, 100 000, 1 million de followers. Je suis très, 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 très loin de ça. Je sais pas combien je suis exactement en ce moment, mais je dois être autour de, je sais pas, entre 3 et 4 000, je saurais pas combien. Je check pas tous les jours. Et en fait, le truc, c'est que le fait d'avoir construit cette communauté petit à petit fait que les gens me connaissent, me suivent pour vraiment, j'ai le sentiment qu'ils me suivent vraiment pour ce que je suis. Pas pour tout. Enfin, je sais que probablement que certains de mes propos politiques, il y en a qui s'en foutent et qui sont plus là pour la mode. Mais du coup, c'est cool parce que ça va les ouvrir à des questions plus politiques. Il y a des gens qui sont là pour des trucs politiques et qui vont s'ouvrir à de la mode et trouver ça finalement moins superficiel que peut-être l'idée qu'ils en avaient. Il y en a qui sont là pour de la mode, mais finalement qui vont découvrir plein de musique aussi. Enfin, c'est assez marrant de me rendre compte que du coup ça ouvre les autres et moi ça m'a ouverte mais totalement. Mais j'ai fait des rencontres incroyables sur Instagram. Aujourd'hui Insta, c'est un outil c'est bizarre de le dire, hein,
mais c'est un outil qui est essentiel dans ma vie. C'est-à-dire que à la fois je m'inspire, je découvre des choses, mais je travaille énormément dessus. Je rencontre des gens, des amitiés. Mais c'est génial. Enfin, dans le militantisme, c'est hyper fort. Enfin, on se retrouve entre militants dessus et c'est un outil hyper puissant pour nous. Dans la mode, pareil. Enfin, on se suit les uns les autres, on se tag, on s'inspire. Moi, je trouve du boulot pour des shootings, pour faire des clips et tout, par Instagram. Enfin, c'est-à-dire que depuis que j'ai commencé mon métier entre guillemets de styliste, honnêtement, pour l'instant, je n'ai pas commencé vraiment à démarcher. J'ai mon réseau de la vraie vie, professionnel, musical, des musiciens que je connais qui viennent me voir, etc. Mais après, ça se fait vachement par les réseaux sociaux. Les gens voient des photos, ils viennent me voir, ils disent « Ah, mais putain, c'est cool ce que t'as fait ». Et en fait, c'est mon multi-CV vivant, mouvant, en images, en couleurs, en paroles, en tout, quoi. Enfin, c'est un outil qui est génial, quoi. Enfin, et je pense qu'il y a plein de trucs que je soupçonne pas encore de cet outil. Franchement, j'ai rencontré des gens aujourd'hui qui sont vraiment des potes, des gens avec qui j'ai bossé et tout. Enfin, et il y a des gens que je ne connais pas et que je connais pas et que je verrai peut-être jamais de ma vie, qui sont à l'autre bout du monde, avec qui je communique et avec qui on a des intérêts communs, avec qui j'ai des discussions hyper poussées sur de la mode, de la politique et tout. Et c'est trop bien, quoi. Enfin, après, j'ai aussi des relous, des gens, tu sais, qui t'envoient des messages et qui réagissent absolument à toutes tes stories. Et bah, eux, tant pis, soit tu décides de leur répondre et tu leur réponds, soit tu les bloques. Voilà, et soit tu leur dis les choses. Moi, il y a des gens à qui j'ai dit, écoute, ça me gêne que tu m'envoies autant de messages, arrête s'il te plaît, ou en tout cas, ne t'étonne pas, je vais arrêter de te répondre, point. Faut avoir le courage de le faire aussi. T'es pas obligé de répondre aux gens, hein. Enfin, tu peux leur répondre si ça te fait plaisir, si t'as pas le temps, t'as pas le temps, enfin, il y a aucune obligation, en fait. Ah non, c'est cool ce que tu dis à propos des réponses, mais après, enfin voilà, il y a des relous, des gens cool, enfin, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme dans la vraie vie, quoi, finalement. Bah ouais. Et puis après, discuter, c'est bien aussi. Enfin, je veux dire, moi, je trouve que c'est ça qui est cool, c'est que bah, tu poses un truc sur la table, et puis après, bah, les gens réagissent, quoi. Et du coup, bah, discutons des choses. Faut pas avoir peur de ça, je pense. Enfin... Non, c'est clair, bah, c'est hyper chouette, moi, je trouve, d'avoir des feedbacks et justement d'avoir... de sentir du répondant derrière, quoi. Compte aussi que on peut aussi répondre et pas être d'accord avec les gens de façon non agressive. Enfin, t'es pas obligé de hater pour dire que t'es pas d'accord. Enfin. You're not ready for this. Tu parlais des peurs tout à l'heure, que tu avais fait un séminaire. Toi, il y a peut-être une peur par rapport au temps qui passe. Mais est-ce que cette boulimie de travail est uniquement liée à ça, ou est-ce qu'il y a aussi une peur financière où faut toujours... Enfin, je sais pas, moi je sais que j'ai peut-être une peur financière de l'indépendance et de se dire est-ce que voilà, je suis sûre de toujours avoir du boulot. Est-ce que tu penses que c'est lié à ça ou pas du tout Bah ouais, grave. Enfin, moi en tout cas, avant ce début d'année, je pense que j'ai toujours eu très très peur pour l'argent. Parce que j'ai été éduquée comme ça par mes parents. Et j'ai compris en fait que cette peur, elle leur appartenait à eux. C'était pas forcément la mienne. Et parce que eux, ils ont dû fuir leur pays à cause de la guerre. Ma mère, elle est née dans une famille pauvre. Mon père, plutôt une famille plus bourgeoise, mais mon grand-père à cause de la guerre et tout, a tout perdu. Donc, ils se sont trouvés dans la précarité. Et en fait, quand ils sont arrivés en France, ils n'avaient pas d'études. Ils ont dû commencer à bosser. Ils ont commencé hyper bas dans l'échelle sociale. Ils ont dû tout recommencer à zéro. Ils ont ouvert un commerce. Ils ne savaient même pas ce que c'était que la TVA. Ils ont été toute leur vie dans la survie, en fait. Et du coup, ils m'ont inculqué ces valeurs-là, leur valeur travail, en fait. Et moi, en réfléchissant, je me suis rendu compte que j'ai voulu garder de leur valeur travail le travail. C'est-à-dire que je trouve ça épanouissant, en fait, d'être en activité.
Mais ce que j'essaie d'enlever depuis, je sais pas, ça fait 2 ans que je bosse dessus, mais je me sens mieux depuis à peine ce début d'année, c'est la peur de manquer. Parce que en vrai, évidemment que je vais continuer à bosser pour payer mon loyer, etc., etc. Hein, je dis pas que je m'en fous mais je sais que finalement, je suis pas si dépensière que ça. J'ai mes péchés mignons et je sais me faire plaisir quand j'ai des sous, mais quand j'en ai pas, finalement, tu vois, là, dans le confinement, je me rends compte que j'ai pas acheté de vêtements depuis 2 semaines, je suis loin d'être morte, je suis pas allée au resto, je suis pas allée au ciné, en fait, tout va bien, enfin, ça va, quoi, j'ai pas besoin de consommer, je suis pas une consommatrice effrénée, quoi. Euh, et du coup, la différence avec eux, c'est que moi, j'ai fait des études et j'ai la tête plutôt bien faite. Et comme j'ai déconstruit mon rapport au travail et au statut social que ça pouvait représenter, j'ai pas peur d'aller être vendeuse chez Zara, quoi. Je m'en fous. Enfin, je trouve pas ça dégradant. Si j'ai besoin de faire ça un jour pour payer mon loyer, je le ferai. Évidemment, c'est pas ce que j'ai envie de faire parce que ça m'empêcherait d'avoir du temps pour faire de la musique ou de créer des trucs de mode et tout ça. Donc, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Mais je me dis on manquera pas en fait. Enfin, il n'y a pas de raison que je manque. Et, et, et donc oui, je crée parce que j'ai besoin de créer. Je crée parce que, je crée parce que j'ai peur du temps qui passe et j'ai peur de pas. Je fais beaucoup parce que j'ai peur de pas vivre assez entre guillemets. Et je fais beaucoup aussi parce que j'ai besoin de payer mon loyer. Mais je fais aussi beaucoup parce que j'ai besoin de faire quoi. Et je crois que ça, c'est un truc vachement de personnalité qu'il faut accepter. Et je trouve que dans cette société, on stigmatise beaucoup les gens qui ne font pas et les gens qui font trop, entre guillemets, parce qu'on leur trouve des problèmes. Et en fait, certes, il faut analyser ce qu'on est, qui on est, pourquoi on fait les choses, etc. Mais il faut se rendre compte aussi qu'il y a des gens qui sont tout simplement hyperactifs, parce que c'est comme ça, et qu'il ne faut pas s'en vouloir de l'être, je crois. Enfin, apprendre à se reposer, oui. Apprendre à reprendre des forces, oui. Apprendre à, à ne pas avoir peur de manquer, oui. Apprendre à avoir un rapport plus sain au temps, oui. Enfin, toutes les blessures qu'on a, je pense qu'il faut essayer de les analyser et d'améliorer ce qu'on est et de soigner nos névroses. Mais il y a un moment où, une fois que tu as fait tout ça, tu te rends compte que tu as besoin de faire quand même. C'est que tu as besoin de faire quand même et fais. Enfin, et si tu te rends compte que tu n'as pas besoin de faire, tant mieux, fais pas. Enfin, je veux dire, si tu ne faisais les choses que par peur, effectivement, c'est pas c'est pas un bon moteur, je crois. Non, c'est cool. Je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis, dans la peur de manquer et puis aussi par rapport au fait la stigmatisation de la société et tout. Non, c'est cool. Merci. Pas de rien. ça fait vachement du bien ce que tu dis. Et merci à toi, merci même de me faire réfléchir sur ça. Tu vois, enfin là il y a plein de trucs que je t'ai dit aujourd'hui que j'avais jamais formulé. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça donne une forme à la pensée ou à des trucs qui sont dans l'air et je trouve ça cool comme initiative. Non, parce que moi je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis parce que moi forcément de me lancer ça me fait hyper peur et comme toi j'ai pas peur de bancer dans autre chose, mais effectivement quand t'as des bagages et des constructions, faut arriver à déconstruire, de se dire non mais en fait ça va aller et rester ancré dans l'instant présent où finalement t'as encore un toit, tout va bien. C'est ça. Voilà, tu commenceras à te faire du souci une fois que il commencera à avoir des problèmes, mais tant qu'il n'y a pas de problème, ça sert à rien de s'ancrer. Mais c'est clair. Faut arriver à se détacher de ça et c'est pas toujours évident. Ouais. Non, c'est pas toujours facile. Et pour justement arriver à prioriser ce qui est important et à créer ce qu'on a envie de créer, quoi. Et juste pour rapport à ton Instagram, en fait, il y a pas mal de photos. Du coup, est-ce que tu fais souvent des shootings exprès ou c'est des collaborations qui se passent et du coup elles atterrissent après sur ton Instagram? Comment tu gères ça un petit peu? Bon, il y a un peu de tout. Comment dire? C'est souvent comme la plupart des photos, c'est des collabs ou des photos que les gens ont prises en concert ou des trucs comme ça. Et puis je récupère ces photos. Soit c'est des photographes qui ont envie de s'entraîner et du coup qui me demandent d'être modèle.
Ou parfois c'est moi qui ai envie de faire des trucs de stylisme, qui ai des idées ou envie de mettre des marques en avant et du coup je propose à des photographes de faire des collabs. Et là récemment pendant le confinement, puisque je suis confinée seule, j'avais plus envie de dire des choses sur ce que je ressentais par rapport au confinement et notamment aux rapports sociaux aux changements que ça impliquait dans nos rapports sociaux. Et du coup, j'ai eu envie de dire ces choses en images. Et du coup, je me suis auto-photographiée parce que j'avais pas de photographe. Et je me suis auto-maquillée, habillée et tout et tout. Et j'avais pas de modèle, donc je me suis photographiée moi-même parce que j'aurais pu photographier d'autres gens. Hein. Et voilà, donc ça dépend. En fait, c'est un petit peu au petit bonheur. Encore une fois, j'ai pas trop de règles par rapport à ça, quoi. Donc je trouve ça rigolo de faire un peu de tout. Mais je me suis jamais dit, je vais faire un shooting pour Instagram. Je veux dire, comme ça, juste pour pouvoir poster des photos. Pour l'instant, ça, je l'ai encore jamais fait et peut-être que je le ferai un jour. Mais là, je crois que je poste pas suffisamment souvent ou alors j'ai suffisamment de contenu, je sais pas dans quel sens le prendre, pour pas avoir à me dire, j'organise un shooting Insta pour alimenter les réseaux sociaux, quoi. J'arrive toujours à grappiller des photos à droite à gauche. Puis après, sinon, je sais pas, toujours 2 ou 3 selfies qui traînent dans le téléphone. Donc, au pire, je fais ça, quoi. Et du coup, quel conseil tu donnerais, parce que vu que tu travailles avec des musiciens et tout ça, pour les gens qui travaillent un petit peu sur leur image et leur esthétisme et leur stylisme Je leur dirais, allez voir un psy. Non, mais je rigole, mais en vrai, c'est vrai. Enfin, tu m'as posé une question tout à l'heure qui était extrêmement juste. C'est est-ce que tu penses que ça aide de se connaître soi-même? Enfin, aller voir un psy ou parler à votre mère ou parler à vos amis ou lisez des bouquins. En fait, pour moi, plus tu te connais et plus tu peux maîtriser ce que tu as envie de dire et dire ce que tu as envie de dire. Il y a plein d'étapes. Moi, quand je travaille en stylisme avec les gens, je leur demande pas ce qu'ils ont envie de mettre comme vêtements, ça ne m'intéresse pas. Je leur fais un questionnaire de personnalité, en fait. Et j'écoute leur musique. Et à partir de ça, je construis un look. Après, évidemment, on parle de vêtements. Il y a un moment où on y arrive. Mais en premier, je pars de ce qu'ils sont. Et pas des vêtements. Parce que raisonner comme ça, à mon sens, à moi en tout cas, c'est faire les choses à l'envers. Non, c'est juste. Enfin, moi, de toute façon, quand je bosse sur les réseaux sociaux avec des gens, c'est pareil. On part un petit peu de qui ils ont envie de toucher, leur message, qu'est-ce qu'ils ont envie de dire. Sinon, c'est difficile, quoi. Et dernière question, quel conseil tu donnerais aux gens qui ont envie de se lancer, soit à faire ce qu'ils veulent, soit à communiquer aussi sur les réseaux sociaux? C'est peut-être 2 questions différentes d'ailleurs. Et pour les gens qui ont envie de se lancer, je leur dirais allez-y. Je sais pas si vous croyez en la réincarnation ou pas, mais a priori on n'a qu'une vie. En tout cas, celle-ci, elle va durer une fois. Et que si vous vous réincarnez un jour, si ça se trouve, ce sera en grenouille, donc vous pourrez peut-être pas faire la même chose. Donc pensez-y. Non, je crois surtout que les gens doivent... Enfin, en fait, c'est presque la même réponse que pour les musiciens. C'est apprenez à vous connaître, en fait. Apprenez à vous connaître et à vous aimer. Pour moi, tout part de l'amour de soi. C'est-à-dire que je te parle pas d'un amour justement narcissique de oh là là regardez comme je suis belle ou je suis beau sur les réseaux sociaux, je parle pas du tout de ça, de l'amour de soi, c'est-à-dire de l'acceptation de soi. S'aimer, c'est se connaître, et se connaître, c'est accepter nos points forts et nos points faibles, nos défauts, et les chérir tous. C'est tout ça qui fait qu'on est ce qu'on est et qu'on est unique. Et c'est la raison pour laquelle ce qu'on fera sera unique. Même si tu fais du rap comme je sais pas qui, tu feras, sauf si tu as envie de faire de la copie, ça c'est autre chose, mais si tu as juste envie de t'exprimer, ce sera unique parce qu'il n'y a que toi qui peux raconter ce que tu es en fait. Enfin, personne d'autre pourra faire la même chose que toi et il y a de la place pour tout le monde. Donc une fois que tu t'aimes, le truc c'est que tu as moins peur. Et la peur c'est souvent un frein à tout, à faire les choses. Et une fois qu'on aura conscience chacun de notre valeur
Et c'est un travail quotidien, hein, évidemment. Je précise que c'est pas genre t'as atteint le palier et pouf, c'est magique, c'est fini. Mais c'est un travail quotidien de connaître sa valeur. Il y a Fabrice Midal, c'est un écrivain et aussi qui est dans le mouvement du bouddhisme occidental qui dit que se dévaloriser est une faute intellectuelle aussi immense que pérorer, que de se la péter en gros. Et je trouve qu'il a très très raison. Et une fois qu'on a compris ça, en fait, on peut se rendre compte qu'on est légitime de tout faire. Enfin, et qu'il faut pas avoir peur de faire les choses et être plus indulgent avec soi-même. Si on juge les autres, c'est aussi parce qu'on se juge beaucoup. Et vice-versa. Et en fait, si les gens nous jugent, c'est parce qu'en fait, c'est des gens qui sont durs avec eux-mêmes. Une fois qu'on accepte on a des qualités et qu'on sait bien faire certaines choses et qu'on est peut-être moins bon dans ça, bah, une fois que tu l'as accepté, c'est cool en fait. Bah, juste tu fais et t'apprends. On est toujours débutant à un truc. Enfin, et personne ne sait tout faire bien du premier coup. On a tous appris. C'est juste que parfois, quand on arrive sur les réseaux sociaux, eh ben, on arrive au parcours J plus 460 000 d'une personne. Et ça, parfois, on s'en rend pas compte. Et cette personne, elle a commencé à J0 comme tout le monde. Et en fait, voilà, faut se rendre compte de ça, que la vie est un chemin et que dans tout ce chemin, il y a des sous-chemins et qu'on en est chacun à des stades différents et qu'il faut l'accepter et encourager ceux qui ont envie de faire des choses de les faire, applaudir ceux qui en sont à leur stade, à leur level 12 parce qu'ils ont taffé pour le faire, les encourager et pas être hater et pas être jaloux parce que c'est pas que de la chance, c'est aussi beaucoup de travail. C'est pas que de l'argent, c'est aussi beaucoup de travail et de discipline de faire les choses. Et s'ils ont eu de la chance, bah tant mieux pour eux. Toi, tu as eu de la chance dans autre chose, et puis tu vas travailler pour d'autres trucs, et puis voilà. Enfin, apprenez à vous connaître, soyez indulgents avec vous-même, et prenez le risque, parce qu'en vrai, c'est pas grave. Enfin, tu risques pas grand chose finalement. Et au pire, si tu risques beaucoup parce que tu as envie d'être cascadeur professionnel et tu risques de mourir en faisant un truc que tu adorerais faire, bah, je crois qu'au fond, ça vaut le coup. Enfin, moi, c'est ma vision de la vie, en tout cas. Donc, faites. Bah, merci beaucoup, Thérèse. Je suis ravie de m'être entretenue avec toi. Je vois qu'on a beaucoup de valeurs communes et j'espère que ça aura plu à toi qui nous écoutes. Est-ce que y a quelque chose que tu veux rajouter ou dire qu'on n'aurait pas abordé ou qui te semble important? Bah non, je voulais d'abord te dire merci encore une fois pour tout ça parce que je trouve que c'est important. En info supplémentaire, peut-être que J'ai pas parlé de tes actus d'ailleurs. Oui, parlons-en, oui. Supplémentaire, ouais, je vais. Moi aussi, du coup, enfin, comme tu dis, on se ressemble beaucoup sur plein de trucs. Je suis aussi en train de monter un podcast qui, je crois, va s'appeler Si on se parlait. Le premier thème va parler de féminisme. En fait, j'ai envie de faire parler de féminisme à des hommes. Et en gros, enfin, toute l'idée de ce podcast ça va tourner autour du dialogue. Et en fait, le dernier truc que j'ai envie de rajouter, c'est parlez-vous, les gens. Enfin, tous, même les gens avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, essayez de dialoguer. Il n'y a que ça qui fait qu'on avancera. Aujourd'hui, on est dans un monde où on essaie de beaucoup diviser les gens, les choses, les castes, les riches, les pauvres, les blancs, les noirs, les racisés, les non-racisés, les hommes, les femmes, les trans. Moi, mon message aujourd'hui, c'est rassemblons-nous, discutons, ayons conscience de nos différences et ne les gommons pas, mais discutons entre nous. Ça sert à rien de se diviser, c'est pas comme ça qu'on va faire avancer le schmilblick, quoi. Et voilà. Et le dernier truc aussi, c'est... Je dis toujours que j'ai un dernier truc, je suis hyper bavarde en fait. Mais c'est le message que j'ai envie de faire passer au global, c'est essayer de mettre votre énergie dans l'amour et ne
gaspillez pas votre énergie à détester les choses. C'est de l'énergie perdue. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Tu peux retrouver Thérèse sur son Instagram T'es comme Thérèse, et si tu as aimé les extraits musicaux, je t'invite à écouter son EP Les Mibi de son groupe La Vague. J'espère que cet épisode t'a parlé, que tu t'es senti moins seul dans les difficultés que tu rencontres au quotidien, et que ça te donnera des idées et des pistes pour gérer tes réseaux sociaux. D'ailleurs, si tu as des questions à ce sujet, ou si tu as envie de me faire un premier retour par rapport à ce podcast, je serais vraiment heureuse de te lire. Tu peux me contacter à amandine@tupeuxêtre-qui-tu-veux.com. Je tiens également à remercier vivement Eskimo pour m'avoir permis d'utiliser son titre Happy Hour comme identité sonore de ce podcast. Merci encore d'avoir été là, et je te dis à très vite pour un prochain numéro.